Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bonsoir, à partir de 17h on peut dire bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix, comme chaque jour avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien Cécile, on a du mal à se remettre des 4 victoires consécutives ou qui c'est qui l'a dit d'Olivier d'Artigol. C'est fini. Là je pense que c'est quand même vraiment quelque... Bah tiens d'ailleurs Philippe Bilger a pas digéré ça. Hein. Mais pourquoi vous enfoncez le jeu dans la plaie? Vous êtes un... Non mais... pas bien. Un tortionnaire. Sadique, oui, vous êtes un sadique. Mais ça, c'est vrai, un tortionnaire. D'autant plus, François, il se félicite lui-même parce qu'il a triché. Mais n'importe quoi. Mais il n'a pas triché. D'Artigol n'est pas un tricheur, il est communiste, c'est bien connu. Comme je sais qu'il nous écoute, salut Olivier. Et comme il ne peut pas répondre. Et il peut pas répondre. Vous pouvez appeler d'Artigol au standard. On vous attend le 0800, etc., etc. Ce que je voudrais dire, c'est quand même c'est vos invités récurrents du Sud-Ouest qui gagnent et qui écrasent toute la concurrence. Au Non, Kiki. excuse-moi, mais Sébastien. on a rien écrasé, on a fait égalité la semaine dernière et la semaine d'avant. J'étais à 4 victoires consécutives aussi. Mais je vous lui, rappelle. il n'était pas. Non, mais en plus, il est mytho. Bon, en même temps, c'est un macroniste. Non, vous avez gagné, je vous explique. Vous avez Tu gagné n'es 2 pas fois. inquiet devant ces 4 victoires Non, qu'on t'a laissé remporter? non, mais arrête de lui donner raison. Merci. Il a gagné 2 fois et on a fait 2 fois match nul. C'est pas vrai, Mais c'est bien sûr que c'est vrai. la Mais nulle lui, Alors, excusez-moi les amis. Quel mytho ce type. Mais c'est pas possible. Jamais on aurait dit le mot jus. Jamais on le dit plus. Le jeu c'est fini. Qui l'a dit en fou? Non, mais c'est parce que vous cherchez les noises aussi, vous. Pourquoi vous parlez d'Artigol comme ça? Oui, c'est drôle. Vous parlez des Les accents. amis, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle du qui qu'il a dit. Si vous permettez, on va le pouvoir sommaire. démarrer cette émission. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Ne dites pas le mot jeu quand vous nous appelez, je vous en supplie. Ça pourrait repartir. Allez, au sommaire de cette émission, c'est à 17h30. Le grand débat du jour. Seul un travailleur sur 10 est syndiqué en France. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne, 7 fois moins qu'au Danemark. Un rapport de la Fondation Jean Jaurès sur les éloignés du dialogue social analyse la faible participation des salariés des très petites entreprises aux élections professionnelles. 10% en 2012, 7% en 2016 pour chuter à 5% en 2021, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il changer le modèle syndical qu'il y a en France? Comment expliquer qu'il y ait si peu de syndiqués en France? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop politisés? Vous dites ça à 61%. Qu'ils sont impuissants face aux décisions du patronat quand ils ferment une usine par exemple? Vous dites oui à 18%. Corporatistes, ils défendent les fonctionnaires ou les salariés des entreprises publiques à 13%. Et que leur incarnation est en berne, vous dites ça à 8%. Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, Luc Faré sera avec nous, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics et secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Suite du coup de projecteur des 18h30, le niveau des profs de français est-il en chute libre? Le rapport 2023 des derniers concours n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors je cite, le jury a pu s'étonner de voir certains candidats se satisfaire d'une expression pauvre et d'un maigre bagage littéraire, artistique et historique, révélé par le Figaro, dans lequel les enseignants avouent avoir parfois fait des fautes de français au tableau lors du dernier CAPES. Tous les postes ouverts n'ont pas pu être pourvus faute de candidats au niveau. Alors parlons vrai, on parlait du classement PISA où la France s'est effondrée, mais peut-on bien enseigner une langue qu'on ne maîtrise pas soi-même? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le niveau du CAPES est assez exigeant? Mais comme il y a trop peu de candidats et que c'est un concours, on peut parfois obtenir un poste avec 5 de moyenne. Est-ce que vous êtes un accro aux fautes d'orthographe? Ou est-ce que vous êtes comme Françoise de Gois, vous y en a causé la langue française, quel que soit votre profil? Pas une seule faute d'orthographe. Non, mais c'est insupportable c'est parce que j'avais vu vos propos odieux à mon endroit, j'ai rendu la monnaie. Mais vous êtes odieux. Appelez-nous au 0826 300 300. Et notre expert Maxime Repper sera avec nous, vice-président national du SNALC, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. On vous souhaite la bienvenue dans cette bonne ambiance. Les vraies voix Sud Radio. Ils sont là, Philippe Bilger au taquet, comme d'habitude, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Bonsoir Vous Françoise m'avez de Gois. pas demandé, mais tout va bien. On s'en contrefiche.
Voilà qui me donne un moral d'acier. Françoise de Gois est avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous avez remarqué qu'on se concentre parce qu'en fait, Oui, je vois ça. toute l'émission on s'en fout. La seule chose qui va compter, c'est qui l'a dit. Le 0826 300 300, j'en avais même perdu le numéro de téléphone. Nicolas est avec nous. Bonsoir Nicolas de Corrèze. Très jolie région la Corrèze. On adore. Qui a mené des grands présidents. Oui. N'en déplaise à cette table. Bonsoir à tous. Oui, Salut. bonsoir Nicolas. De quoi parle-t-on dans un instant avec vous? Nicolas Moi, ce serait pour passer un coup de gueule sur l'impact des barrages sur nos rivières et sur la population aquatique et les espèces migratrices qui est catastrophique. Eh ben, on en parle dans un instant, si vous le permettez. En attendant, vous nous laissez de très nombreux messages et nous vous en remercions. 0826 300 300, on vous écoute. Oui, bonjour, Luce de région parisienne. Je voulais réagir en fait à l'interview avec Monsieur Maillard, député Renaissance. J'avoue que je suis assez interloquée. J'entends ce monsieur nous dire qu'il ne veut toucher ni à l'AME, il ne veut pas toucher au droit du sol non plus. En fait, il ne veut rien faire. C'est à se demander pourquoi ces gens-là nous ont proposé une réforme immigration, un projet. En fait, si c'est pour rien faire du tout, il vaut mieux tout simplement partir en vacances. C'est peut-être ce que j'aurais de mieux à suggérer à tous ces députés qui n'entendent pas la voix du peuple, qui sont complètement sourds à ce que le peuple français exprime. Voilà. Merci Luce. Philippe Bilger. Je n'irai pas aussi loin, mais ça me paraît être une intervention rude, abrupte et en partie vraie. Parce que même le projet du Sénat, sur lequel on va s'appuyer, aurait pu être amélioré dans le sens de la rigueur. Françoise de Gois. Oui, je veux bien qu'on parle au nom des Français, mais pour le coup, je comprends tout à fait le point de vue de Sylvain Maillard. Il est hors de question. Il y a des lignes rouges. Je suis ravi qu'il y ait quand même des lignes rouges à La République En Marche, et notamment la ligne rouge sur l'AME. Donc voilà, ces lignes rouges, on s'appuiera pas sur le projet du Sénat, justement parce que l'AME, la majorité relative présidentielle, va maintenir le refus de la suspendre. Donc j'entends bien. Elle dit ce que le peuple veut, mais que veut le peuple? L'Assemblée, si on considère qu'elle est représentante du peuple, elle doit parler d'un sondage qui dit que 77% des Français, je crois, veulent un durcissement. Moi, je veux bien qu'on fasse tout sur les sondages. Je vous dis juste qu'on considère ou pas que l'Assemblée nationale est la représentation des Français. L'Assemblée nationale a une majorité, elle a dit non à cette loi. Voilà, c'est tout. Sébastien. Notre auditrice a raison, pour le coup. Et c'est quelqu'un qui est plus proche, je dirais, de la majorité présidentielle qui vous dit ça. Il y a évidemment un décalage entre ce qu'on va pouvoir faire et ce que vraisemblablement les Françaises et les Français attendent de nous. 0826 300 300, direction la Corrèze. Nicolas, sur ces barrages hydroélectriques, un danger climatique selon vous? Oui, alors effectivement, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, donc oui, c'est un danger en fait, effectivement. Alors climatique, oui entre autres, mais c'est surtout un danger pour les populations migratrices. Alors moi j'habite au bord de la Dordogne, donc c'est une rivière qui est une des dernières rivières d'Europe où on peut encore accueillir toutes les espèces migratrices. Et aujourd'hui elles sont en déclin, toutes. À tel point que certaines vont disparaître, hein, donc très clairement l'esturgeon, on arrive à peu près à le faire revenir, mais tout ce qui concerne quand il concerne les autres espèces, alors le saumon c'est une catastrophe, hein, on est à 30 saumons qui sont remontés cette année, parce qu'en fait les barrages électriques ont un impact tel qu'ils empêchent les granulats de descendre, donc les poissons peuvent plus reproduire, ils font monter les températures, ils font barrage déjà naturellement à la montée, donc des fois on peut mettre des ascenseurs, mais il faut qu'ils passent ascenseurs en montée, mais aussi en dévalaison. Et aujourd'hui, les écolos, donc les pastèques qu'on a aujourd'hui au gouvernement, mettent souvent en avant l'hydroélectricité, mais c'est pas vraiment l'avenir, parce que si vous mettez un barrage sur une rivière, il faut bien savoir une chose, c'est que la rivière, quelque part, vous la tuez. Vous allez instaurer une nouvelle population de poissons, qui vont être des populations blancs, des poissons blancs, on va dire, tout ce qui est des poissons de fond, et vous allez détruire tout le reste des espèces migratrices. En France, à l'époque, il y avait autant de saumons dans nos rivières qu'aujourd'hui vous pouvez en voir dans les rivières du Canada. Alors qu'aujourd'hui, vous verrez plus jamais ça. Malheureusement,
Merci à nous avoir alertés. C'est vrai que c'est un bon sujet. Il faudrait qu'on en fasse un sujet. C'est la difficulté en fait de préserver la biodiversité. D'ailleurs, au Canada et même dans l'État de Washington, qui jouxte le Canada, il y a aussi des problèmes de saumon. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a ces installations d'hommes. Et même si on installe les assembleurs, c'est assez impressionnant de voir les ascenseurs à poissons. Absolument. Et bien voilà, mais c'est la difficulté d'arriver à mixer les activités humaines, la fin des énergies carbonées. Et en même temps la préservation de la biodiversité, mais on peut réfléchir. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas. Vous restez avec nous, parce que vous jouerez avec nos vraies voix, enfin avec contre. Oui. J'ai envie de vous dire. Vous voulez allumer le feu là. Vous allez perdre. Bah ouais, ils vous feront pas de cadeau, Nicolas. Donc ne leur faites aucun cadeau non plus en retour. Vous pouvez tricher aussi, Nicolas. Tricher au-dessus d'eux, ça va être compliqué. Tellement le niveau est haut. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu et le réquisitoire du procureur avec vous, Philippe Bilger. Contre les vaniteux en politique. Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Mais parce que vous êtes joli à regarder. Vous êtes contre tout le monde en fait. C'est un pléonasme. Non. Ah non. Vanité, vanité. Pas vaniteuse. Non, vous vanité, tout n'est que vanité. Pardon. L'Ecclésiaste. Là c'est bien. Ah allez, oui. on y va, en douceur. L'Ecclésiaste. Si vous nous prenez par la foi. Ah bah oui. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un cadeau, Marionneau. Pour Noël, faites plaisir à ceux que vous aimez. Jusqu'au 18 décembre, profitez de moins 30% des 49 € d'achat sur une sélection de parfums et de coffrets cadeaux. Rendez-vous vite en magasin ou sur marionneau.fr pour préparer vos plus beaux cadeaux de Noël. Voir conditions en magasin ou sur marionneau.fr. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Mais U peut-on trouver un menu de fête à 19 €? Oh, y a plus qu'à se mettre les pieds sous la table? Eh oui, U s'occupe de tout. Un menu complet avec 2 entrées, un plat et un accompagnement pour 19 € seulement. En plus, bénéficiez de 10 € reversés sur votre carte U pour l'achat simultané de 4 menus identiques achetés en magasin ou sur utraiteur.com. U, commerçant autrement. Offre valable sur présentation de votre carte U dans les magasins proposant le service U-Traiteur menu de fête et participant au programme de fidélisation. Date et heure limite de commande et autres modalités en magasin et sur utraiteur.com. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Tarascon. 95.2. Sud Radio. Leclerc, bonjour. Bonjour, vous auriez un bon avocat à me conseiller. Mais attention, il me faut le meilleur. Ah mince, vous avez un problème? Oui, et un gros. 2 enfants affamés fans de guacamole. Alors là, on a exactement ce qu'il vous faut. Du 15 au 17 décembre, chez Leclerc, le lot de 2 avocats affinés est à 1,85 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 93 centimes la pièce du lot indivisible, variété As catégorie 1, calibre 203-243 grammes, origine Chili, Colombie et autres pays. Voir détail en magasin, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. TF1. Star Academy spéciale tournée. Après une semaine intense, quels élèves auront la chance d'intégrer la tournée et de partir sur les routes de France? La Star Academy, présentée par Nikos Aliagas, c'est demain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur MyTF1. C'est la dernière ligne droite avant Noël. Alors pour aider nos clients à étaler leurs dépenses, nous chez Castorama, on leur propose le paiement en 3 fois sans frais des 100 € d'achat. Oui, sans frais. Comme ça, ils peuvent se faire plaisir sans attendre sur les outils, la déco ou l'aménagement. Castorama, changer nous fait avancer. Offre de crédit Sofinco affecté de 100 à 3 000 € après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations en magasin et sur castorama.fr. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent tous les jours pour votre vue. Cédric, opticien à Jarnac, accompagne de manière personnalisée ses clients et même à domicile. Le service Optique 2000 à domicile nous permet de garder le lien avec nos clients quand ils ne peuvent pas se déplacer. Chacun peut choisir ses montures et faire ses lunettes comme au magasin. Et puis on les livre et on les ajuste directement chez eux. Pour en savoir plus sur le service Optique 2000 à domicile, demandez conseil à votre opticien ou prenez rendez-vous sur optique2000.com. Optique 2000, on va se revoir. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme chaque jour, c'est un plaisir d'être avec vous jusqu'à 19h avec Philippe David. Vous avez vu, j'ai mis Philippe David et plaisir dans la même phrase.
C'est un miracle venant de vous. Ça s'appelle une oxymore. C'est ce que j'allais dire. C'est pas normal. C'est oxymorique en fait. Oui. Voilà. C'est bizarre. comme l'obscure clarté. C'est ça, l'obscure pareil. clarté, c'est ça. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, Cécile? Mais vous avez mangé quoi? En fait, vous tombez sous le charme, ça se voit pas, mais c'est comme ça. Oui, le charme indicible et invisible de la bourgeoisie. Peut-être. De gauche. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Et tout on le parle monde. de quoi? On va parler de ce message du président ukrainien Zelensky aux dirigeants européens. N'offrez pas une victoire à Poutine. 5 départements toujours en vigilance orange crue ce soir en Nouvelle-Aquitaine. Et puis la voiture électrique à 100 € par mois en leasing social en location. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi. En 3 mots, ça donne Ukraine, crue et voiture. Merci Félix, à tout de suite. Et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous voulez requérir contre la vanité en politique? Oui, en fait, comme je suis beaucoup plus passionné par la psychologie que par la politique, et c'est pour ça que je mets tout le temps de la psychologie dans la politique, eh bien, j'aime beaucoup vous faire réfléchir sur la véritable modestie, la fausse modestie, l'humilité, elle n'existe jamais en politique, l'affirmation de soi-même, l'orgueil et en fin de compte la vanité. Parce que en général dans la vie et dans la vie politique on confond un peu ces notions qui n'ont rien à voir. Très souvent on accuse une personnalité politique d'être vaniteuse alors qu'elle se contente d'exercer cette belle aptitude du caractère qui doit s'affirmer dans les vraies voies. Tout le monde a le droit de s'affirmer. Même ceux qui font rire lorsqu'ils prétendent penser. Mais ça, c'est autre chose. Oh, qu'est-ce qu'il est vache. On sait pas à qui il pense. Mais parlons en général. Ça peut pas être Philippe. J'en ai un peu marre. Vous parlez de qui vous parlez là? Les vanités, les orgueilleux, donnez-moi des exemples. Mais je vais prendre un très bon exemple. Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy. Ouais. Emmanuel Macron, il est très particulier. Ce serait trop long. Il faudrait 1 heure, peut-être des vraies voix pour en discuter. Surtout qu'on enchaînerait avec Attal. Et là, ça fait 3 heures. Je pense à Nicolas Sarkozy lorsqu'il disait « J'ai tué le ministère de l'Intérieur ». Autrement dit, après moi, plus personne ne pourra l'être. J'estime que c'est de la vanité, que ça n'est pas de l'orgueil. L'orgueil est une grande qualité, ça n'est pas non plus une affirmation de soi, c'est un propos qui veut laisser croire qu'il est indépassable et qu'au fond, il se considère supérieur à tous les autres, à ceux qui viendront et même à ceux qui ont précédé. Et ça, c'est de la vanité. Alors je me demande, mais vous me répondrez, est-ce qu'il peut exister en politique une personnalité qui ne soit pas subtilement vaniteuse? Ben non, je pense que... Mais vous moquez de moi, mais tout est dans l'Ecclésiaste, vous savez. C'est un auteur inconnu, mais en fait c'est Salomon, hein, le fils Rapidement, du roi. parce qu'on a très peu de temps. C'est le roi Salomon, le fils du roi David, qui disait vanité, vanité, tout n'est que vanité. Ce qui caractérise le pouvoir politique, c'est malheureusement la vanité. Je dirais d'Emmanuel Macron que non seulement il est vaniteux, mais il est infatué. C'est encore plus méchant. C'est subtil ça, François. Sébastien Ménard. Alors je vais être un peu plus terre à terre. On a quelques centaines de milliers d'élus locaux en France, heureusement, qui ne sont pas animés par, je dirais, ce sentiment vaniteux. Oui, il y a des tas de gens. Non, mais il faut parfois dire aussi à nos auditeurs que on commente la classe politique et on commente souvent la politique aérie nationale. Mais il y a aussi des gens qui s'investissent sur le terrain et honnêtement, mais pas nécessairement. Allez, voilà, quand on s'occupe des cours d'école, quand on s'occupe des ordures ménagères, etc. Je suis pas nécessairement certain qu'on y trouve une certaine forme de vanité. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont Ukraine crue et voiture. N'abandonnez pas l'Ukraine, n'offrez pas une victoire à Poutine. L'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux dirigeants européens. Plus de frigo, plus de réservations. On est impuissant, déçu et triste, explique une restauratrice en Charente dans son établissement dévasté par les inondations. 5 départements toujours en vigilance crue ce soir. Et puis Emmanuel Macron lance la voiture électrique à 100 € par mois. Un système de location, de leasing social réservé aux plus modestes avec des modèles fabriqués en France ou en Europe. Les vraies voix Sud Radio. Après sa visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait tout à l'heure aux dirigeants des 27 pays de l'Union européenne. Discours en visioconférence. L'Ukraine espère un feu vert pour l'ouverture de négociations en vue d'une éventuelle adhésion. Sauf que, hors de question pour la Hongrie de Viktor Orban. Or, l'unanimité est requise pour les questions d'élargissement. Pourtant, la situation sur place en Ukraine nécessiterait un message clair des 27, plaide le président Zelensky. Les Européens ne verront aucun avantage à ce que Moscou reçoive un laissez-passer de Bruxelles sous la forme d'une attitude négative à l'égard de l'Ukraine. Poutine s'en servira certainement contre vous personnellement et contre toute l'Europe. Ne lui donnez pas la première et la seule victoire de l'année. L'Europe doit gagner, les accords doivent être respectés et les mots doivent compter. Oui. Volodymyr Zelensky. Je voudrais dire un mot là-dessus. Revenir, il faut en terminer avec cette majorité absolue. Il faut vraiment arriver à revenir à la majorité qualifiée sur les grands tests parce qu'on n'en sortira jamais. Et je suis d'accord avec Zelensky. On ne peut pas donner une victoire à Vladimir Poutine. L'Ukraine traverse une phase extrêmement difficile. Elle a besoin d'argent, de munitions et elle a besoin de raccorder à l'Europe. Deuxième mot, crue avec une partie de la Nouvelle-Aquitaine, toujours les pieds dans l'eau. La décrue commence à s'amorcer, mais 5 départements restent en vigilance orange crue ce soir. Les 2 Charentes, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze. Julie Dubois est gérante du restaurant L'Intemporel à La Rochefoucauld en Charente. C'est la 2e fois en 3 ans que l'établissement se retrouve sous les eaux. On a inondé il y a 3 ans, mais c'était rien à voir. On n'avait jamais eu autant de boue, nos frigos sont tombés, on ne sait pas si on va pouvoir réouvrir. Du coup, tout le monde annule pour les fêtes, donc on n'a plus de réservation, donc c'est un peu catastrophique. Ouais. On est totalement impuissants, on est déçus, on est triste. Comme je le dis souvent, c'est notre bébé, ce restaurant qu'on a depuis 6 ans, mais on ne sait pas quoi faire. Des propos recueillis par Clément Arion pour Sud Radio. 3e mot, voiture. Emmanuel Macron vient de lancer le système de leasing à 100 € par mois pour une voiture électrique. Oui, le chef de l'État se la joue un peu youtubeur face cam pour sa petite vidéo d'annonce sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Bonjour, je vous prends 1 minute de votre temps cette fin d'année pour vous parler d'écologie et de voitures. De voitures électriques, bien sûr, allouées. La concrétisation d'une promesse de campagne, ça va monter en puissance avec d'abord 20 à 25 000 voitures pour commencer à partir de l'année prochaine. Le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous. Quand vous avez besoin de la voiture pour travailler avec des conditions de revenus qui seront détaillées sur la plateforme, vous pourrez être les premiers bénéficiaires à partir du 1er janvier de ce système de leasing. 100 € par mois pour avoir un véhicule électrique. Le nom de la plateforme, ce sera monleasingelectrique.gouv.fr. Et donc, vous y allez, vous regardez, vous verrez si vous remplissez les conditions et vous serez peut-être parmi les premiers Français à avoir accès à ce leasing et ces véhicules électriques. Parallèlement, le gouvernement dévoile la liste de la 60aine de modèles éligibles dès demain au nouveau bonus électrique. Alors, comme pour le futur système de leasing, c'est presque exclusivement des voitures produites en France ou en Europe. 5 modèles Renault, 24 de chez Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler. Mais par exemple, le Dacia Spring, produit en Chine, n'en fait pas partie. On va y revenir aussi demain à 7h10 dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure après 18h pour le Top Click. Et une étude de l'Observatoire du dialogue français de la Fondation Jean Jaurès qui révèle un faible taux de syndicalisation et perte d'intérêt des Français pour le dialogue social. Philippe, avec cette question, comment expliquez-vous ce faible taux de syndicalisation en France? Trop politisé, impuissant, trop corporatiste ou l'incarnation qui est en berne? Oui, est-ce qu'il faut changer, parlons vrai, le modèle syndical français? Est-ce qu'il faut prendre comme modèle les Allemands? Alors qui ont des syndicats très puissants, on pense à IG Metall, par exemple dans la métallurgie. Comment expliquer le faible taux de syndicalisation en France? Pour 62% d'entre vous, c'est parce que nos syndicats sont trop politisés. 15% ils sont impuissants face au patronat. 15% corporatistes. Et 8% qu'ils ont une incarnation en berne. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va en parler avec Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics. Bonsoir Luc Faré, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que le syndicalisme est victime de préjugés, selon vous? Mais écoutez, il y a l'image d'Épinal du syndicat, celui
du syndicaliste, celui qui est contre tout. Mais à l'UNSA, nous portons une autre image, celle du dialogue, celle du négociateur, celle du dialogue social. Et je pense que c'est l'avenir du syndicalisme qui passe par un dialogue social, un vrai dialogue social, qui permette des avancées pour les salariés et pour les agents publics. On le développe dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone si vous voulez débattre avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter, d'être de plus en plus nombreux avec Philippe David. La grâce est tombée dans ce studio. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois aussi et Sébastien Ménard pour vous dire la qualité du qui c'est qui l'a dit. N'en déplaise à monsieur D'Artigol qui doit nous écouter en disant oui, moi j'ai gagné. Vous allez voir si ce soir vous allez gagner. Et c'est notre auditeur du jour qui jouera avec nous dans quelques instants. Notre auditeur Nicolas qui nous appelle de Corrèze. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a un problème syndical en France. Au vu du très faible taux de syndicalisation en France, dans le privé notamment, c'est quoi, 7% à peine? On est un pays où le taux de syndicalisation est l'un des plus faibles. Il y a des syndicats qui sont hyper subventionnés, il y a un financement public considérable. Dans ce pays où on est à 11% de syndiqués, ce sont les syndicats et les syndicats les plus extrémistes qui paralysent le pays. Seul un travailleur sur 10 est donc syndiqué en France. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne, 7 fois moins qu'au Danemark. Un rapport de la Fondation Jean Jaurès sur les éloignés du dialogue social analyse la faible participation des salariés des TPE aux élections professionnelles. 10% en 2012, 7% en 2016 pour chuter à 5% en 2021, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il changer le modèle des syndicats français? Est-ce que c'est ce qui explique en partie l'échec du dialogue social en France? Faut-il prendre modèle sur nos voisins allemands, par exemple? Pour vous, à cette question, comment expliquez-vous le faible taux de syndicalisation en France? Vous dites que les syndicats sont trop politisés à 62%, impuissants à 15%, corporatistes à 15% et qu'ils ont une incarnation en berne à 8%. Et Luc Farret est avec nous pour en parler, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique, des services publics et secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Bonsoir, merci beaucoup Luc Farret d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, ce syndicalisme en berne. Oui, alors... D'abord, évidemment, je ne prétends pas être un spécialiste du syndicalisme et pas un amoureux absolu de cette manière de concevoir les luttes sociales. Mais j'ai bien compris ce que disait Luc Farret, mais je voudrais faire une analyse très rapide qui dépasse son syndicat lui-même. Il me semble qu'il y a plusieurs ressorts dans ce faible taux de syndicalisation. D'abord, si je suis persuadé que les pouvoirs de droite ou de gauche n'insistent pas assez quand ils arrivent sur l'importance du dialogue social. En soi déjà. Deuxième élément, le citoyen lui-même, et pardon pour la banalité, est très individuel et n'aime pas l'idée de s'agréger à du collectif, même s'il a des finalités qui pourront lui être favorables. Troisième élément, il sait aussi que les luttes menées par les syndicats qui obtiendront des avancées substantielles, lui bénéficieront. Et dernier élément, il y a peut-être à l'égard du syndicalisme tel qu'il est pratiqué en France, une sorte de défiance. On ne sort pas de l'idée que notre syndicalisme est trop politisé pour être honnête. Ouais. Françoise Degois. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le syndicalisme, c'est du rapport de force. Et d'ailleurs, au-delà de l'image que peut donner la CGT, je ne sais pas si l'UNSA sera d'accord, eh bien, la CGT aussi, qui est très combative, et la CFDT, on l'a vu dans la période de la réforme des retraites, eh bien, la CGT signe énormément d'accords d'entreprise dans la réalité des faits. Donc les syndicats, loin de la caricature, sont pas des syndicats que guerriers qui ne savent pas négocier. Je pense qu'il y a un problème de promotion du syndicalisme. On pourrait lancer, comme ça avait été le cas en Suède, des véritables campagnes d'adhésion, ce qui ne se fait absolument jamais. Bien sûr que les syndicats sont politisés, mais on n'a jamais vu le patronat ou qui que ce soit accorder les droits sans qu'il y ait une lutte. Donc il est normal de lutter. Moi, je ne suis pas sur l'idée de cette
caricature que les syndicats français seraient complètement fermés à la négociation. Ça n'est pas vrai. On l'a vu d'ailleurs pendant la réforme des retraites. Dernier point, honte aux gouvernements qui se sont succédés, notamment Nicolas Sarkozy, François Hollande est dans la cogestion, mais Emmanuel Macron. Il faut donner du grain à moudre aux syndicats. Quand vous avez une bataille comme les retraites, où vous êtes suivi par la majorité des Français et que vous n'êtes pas capable de déboucher sur le début du commencement de quelque chose à donner aux syndicats, vous êtes vous-même le pouvoir en place, un fossoyeur du syndicat. Je rappelle que la France est une démocratie sociale et donc vous ne respectez pas la démocratie sociale. Sébastien Ménard. Alors moi je vais vous parler parce que je suis probablement l'un des rares chefs d'entreprise ici, là, autour de cette table. La qualité le seul aujourd'hui. Non, moi. Moi aussi. Voilà, donc on est nombreux. Donc vous êtes 3 alors. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc non, simplement pour dire la problématique de la représentativité du syndicalisme et en France, elle est aussi peut-être liée aux améliorations du mindset des patrons. Il y a de plus en plus de patrons, de jeunes patrons, qui n'ont pas nécessairement besoin d'un CSE, donc d'un comité social et économique, pour prendre de bonnes décisions dans les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 10 salariés, c'est une obligation légale, mais c'est parce que je dirais que l'intérêt de l'entreprise, la vie et la quotidienneté de l'entreprise s'adresse souvent, je dirais, au pluriel, avec l'ensemble des parties prenantes. On a toujours tendance à se dire que finalement c'est la lutte des classes, et des grands patrons qui sont complètement déconnectés de la réalité sociale, de ce que peuvent vivre la personne qui a une rémunération 50 fois inférieure, et c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Il y a plein de petites entreprises. Enfin, la France, c'est d'abord un tissu de TPE, de PME, avec des patrons qui ne sont pas des patrons voyous, qui ne sont pas des patrons déconnectés de la réalité, et qui, quelque part, avec ou sans représentants du personnel, avec ou sans représentation syndicale au sein de l'entreprise, pratiquent le dialogue social, mais tous les jours, et plusieurs fois par jour. C'est ça le vrai sujet. Donc si effectivement on a besoin, si aujourd'hui les syndicats français, quels qu'ils soient, ont besoin d'espèces de patrons épouvantails pour exister, eh ben ça marchera pas, et ça va marcher de moins en moins, parce que vous avez de plus en plus de jeunes patrons, de patrons tout court, qui pratiquent, encore une fois, le dialogue social matin, midi et soir. Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, l'avenir finalement du syndicalisme en France, est-ce que on peut espérer une progression ? Oui, je pense que oui. D'abord parce que le syndicalisme, et on l'a vu pendant la réforme des retraites, et le combat que nous avons mené est loin d'être une idée enterrée. Si on regarde bien, c'est grâce à la mobilisation ordonnée de l'ensemble des organisations syndicales que les Français ont pu exprimer leur désaccord avec le projet du gouvernement sur les retraites. Et je veux bien dire ordonnée, c'est-à-dire que je considère vraiment que nous avons une responsabilité dans le cadre d'une démocratie sociale pour faire avancer des idées. Et le comité social est l'un des éléments qui peut permettre d'avoir un vrai dialogue social avec l'entreprise. Parce que, comme vous le dit votre interlocuteur, vous avez beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises dans notre pays, et c'est l'une des explications pour lesquelles il y a un taux de syndicalisation qui est pas si important. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une négociation, qu'il y a une discussion, qu'il y a une négociation dans ce comité social ou au sein d'une entreprise, on peut permettre d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la qualité de vie au travail, d'améliorer y compris la rémunération des personnes. Et je crois que il est utile d'avoir un dialogue social dans l'entreprise, et le patronat, les responsables d'entreprise, les responsables d'administration ont intérêt à avoir en face d'eux des personnes qui ont envie de discuter, qui ont envie d'améliorer, qui ont envie de porter une image meilleure peut-être, ou en tout cas porteuse de droits sociaux de leur entreprise. Et moi, j'en suis persuadé. Françoise Degois. Oui, je pense vraiment, en plus de ça, que le syndicalisme a marqué des points pendant la réforme des retraites, en tout cas dans la
dans la psyché collective des gens, mais j'aimerais vous entendre dire l'UNSA, je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord avec la CGT ou avec la CFDT version retraite combat de Laurent Berger, mais vous pouvez quand même confirmer que, au-delà de l'image caricaturale, moi je suis très agacé par la caricature permanente qu'on fait des syndicats entre guillemets de combat. Moi je veux bien qu'on soit dans le dialogue social, je veux bien souscrire à l'image d'Épinal de Sébastien Ménard sur ces petits patrons merveilleux avec leurs salariés. Lui peut-être qu'il l'est, mais il y a beaucoup de salariés qui souffrent dans les petites PME, qui souffrent dans les petites entreprises, il le sait parfaitement bien, parce que lui mais non, mais je veux dire par là que on est d'accord que la non-syndicalisation vient aussi du fait qu'il y a une forme parfois aussi de tyrannie dans les entreprises et une forme de peur dans les entreprises, ou pas, Luc Faré? Ben, je pense que c'est un des éléments qui peut expliquer parfois le manque ou le manque d'attrait du syndicalisme, mais surtout cette peur, il faut l'effacer, parce que le principe des droits que nous avons essayé depuis la création des organisations syndicales de porter dans notre pays permet de dire que on a le droit d'être syndiqué. Et ce droit, il est essentiel, il est même fondamental, parce que c'est pas tout seul qu'on va réussir à faire bouger ou de faire obtenir une amélioration. C'est bien par le collectif et c'est bien parfois par le rapport de force, comme vous le dites. Mais il y a deux façons d'aborder le rapport de force. Il y a le rapport de force qui consiste à dire on le fait en préalable, ou alors il y a le rapport de force qui dit on n'arrive pas à avancer dans les négociations, alors il faut qu'on crée un rapport de force pour obtenir quelque chose. Ça c'est Iguémétan. Le gouvernement a une part de responsabilité monstrueuse dans ce qui vient de se passer, on va dire cette année. Et vous avez eu besoin des syndicats dans votre entreprise pour obtenir par exemple une augmentation ou quoi que ce soit? Appelez-nous au 0826 300 300, Philippe Billiger. Luc Faré, j'ai bien conscience de ce que le concept de syndicat politisé peut avoir d'un peu exagéré. Mais est-ce qu'au fond, le syndicalisme français ne pâtit pas de quelque chose que, par exemple, je remarque dans l'éducation nationale, le fait qu'il est presque naturellement contre les pouvoirs, contre le pouvoir. Au fond, j'ai parfois l'impression que il suffit que le pouvoir soit prêt à concéder quelque chose pour que la tonalité générale du syndicalisme français éprouve le besoin de le refuser parce que il faut l'arracher. Et est-ce que vous ne croyez pas que cette manière d'être un peu systématiquement contre le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, est une faiblesse ? Je ne crois pas, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand vous évoquez l'éducation nationale, c'est donc quelque chose qui concerne l'État, l'employeur ministre de l'Éducation nationale, si je peux utiliser ce terme. S'il écoute davantage les organisations syndicales, s'il est beaucoup plus proche de ce que portent les représentants des organisations syndicales, il entendra alors qu'un certain nombre de propositions ou d'annonces que peut faire sans aucune concertation, sans aucune discussion, le ministre, ne sont pas les réponses aux questions réelles qui sont posées par le système éducatif français. Et je pourrais longuement épiloguer sur ces dernières décisions concernant, je vais dire, ce que j'appellerais de la démagogie politique de la part du gouvernement, lorsqu'il évoque, par exemple, de refaire des groupes de niveau pour faire progresser tous les élèves. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que là, vous m'interrogiez plutôt sur la question syndicale dans son ensemble. Est-ce qu'elle est politique ou apolitique? En ce qui concerne l'UNSA, moi je vous réponds, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques dans le sens que nous n'allons pas dire nous sommes pour tel parti politique ou contre tel parti politique. Mais par contre, nous sommes politiques dans le sens que toute action syndicale est bien dans le champ du politique au sens large du terme, parce que nous sommes engagés pour les Français, pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les agents publics, et nous sommes engagés pour améliorer, je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de travail, les conditions de rémunération, le respect qu'on doit aux personnes. Et puis, puisque vous parliez d'une enquête qui avait été faite par la Fondation Jean Jaurès, aussi pour aborder les sujets qui sont devant nous. Ouais, parmi les sujets qui sont devant nous, il y a la transition écologique, qui est un vrai sujet sur lequel nous devrions tous nous mettre autour de la table pour voir comment on peut
travailler ensemble, tous les représentants à la fois du patronat, des administrations et des personnels. Avant de donner la parole à Nicolas de Corrèze, Sébastien Ménard. Il y a aussi un sujet qui me frappe. Vous remarquez, on parle depuis tout à l'heure du bien-être au travail, du confort des salariés, des augmentations de salaire, etc. Mais tout ça ne peut pas se faire sans des projets d'entreprise qui fonctionnent, sans une réussite économique qui s'affirme, qui d'abord se construit, s'affirme, se protège, etc. C'est la problématique qu'on a dans nos entreprises. C'est que moi, je le vois bien, très modestement, et je ne suis pas vertueux, je ne suis pas le meilleur, etc. J'ai aussi moi-même des problèmes dans mes différentes entreprises, pas toutes, heureusement, mais souvent, on a quand même le sentiment que celles et ceux, nos interlocuteurs qui sont mes collègues, parce que pour le coup c'est à la fois mes salariés, mes employés, mais ce sont d'abord mes collègues. Parfois ils sont quand même un petit peu, pour certains, pas pour tous, mais un petit peu déconnectés de la réalité de l'entreprise, parce que si l'entreprise, elle ne fonctionne pas, si l'entreprise périclite, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Et ce que vous dites est essentiel, si je peux me permettre de vous interrompre là, parce que c'est vrai qu'en étant à distance, c'est un peu compliqué. Mais je tiens à redire que c'est là où le comité social a un rôle important. C'est là où le comité social peut permettre, en toute transparence, d'aborder des problèmes de fond et de permettre aux personnes qui représentent les employés de l'entreprise de pouvoir expliciter les projets de l'entreprise et d'aller plus loin. Et ça implique une transparence, ça implique une confiance et ça implique que nous puissions partager un certain nombre d'éléments. D'où les questions peut-être de formation, d'information qui sont essentielles et le comité social devrait pouvoir, dans un monde idéal, évoluer. Les 0826 300 300 de réaction de Nicolas de Corrèze. Bonsoir. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir à tous. Oui, donc moi personnellement, j'ai été syndiqué à la CFDT pendant une dizaine d'années, alors je peux vous en parler très concrètement. Alors ce que je pense des syndicats, c'est très simple. La CGT, c'est essentiellement des gens qui sont communistes, on va dire, qui défendent les sans-papiers, bref, tous les anarchistes, etc. Bon, malgré tout ça, heureusement qu'ils sont là pour de temps en temps faire un bloc sur certains sujets. La CFDT, c'est essentiellement beaucoup de gens qui sont plutôt, on va dire, socialistes. La plupart de leurs adhérents, voire même de ceux qui les représentent, finissent au Parti socialiste ou en représentation dans les départements et les conseils régionaux. Et moi, sur mon expérience qui travaillait dans les arsenaux, donc à Gilliatt à l'époque, j'ai tout voyé, donc j'ai bien connu tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est c'est une sacrée mafia. Et j'en suis parti de la CFDT à cause de ça. L'argent était réservé notamment à ceux qui devaient entre guillemets nous défendre, qui ont bien pris les places, qui ont été replacés politiquement. Et je vous dis, pour moi, les syndicats tels qu'ils sont faits aujourd'hui en France, c'est pas des syndicats de salariés, c'est clairement c'est des politiciens. C'est clair. Je veux dire, la CFDT c'est des socialistes, la CGT c'est des communistes. Et ils défendent plus d'ailleurs les sans-papiers qu'un salarié ou n'importe quoi. D'ailleurs, quand il y a les élections présidentielles, c'est eux qui font l'élection présidentielle pour dire ne votez pas, mettons Marine Le Pen d'ailleurs, et la plupart de leurs adhérents votent Marine Le Pen. À la CGT, ils votent Marine Le Pen, faut le savoir. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour rester avec nous, bien entendu. Merci beaucoup Luc Ferré d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors attendez, je cherche secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics, c'est important de le dire, secrétaire général de l'UNSA fonction publique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Mais en attendant, parce que il faut toujours du bonheur, vous savez, nous c'est la loi, c'est-à-dire on s'engueule et on se réconcilie. Et ben on se réconcilie. Ça, voilà, avec le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. Vous allez peut-être pouvoir remporter un très joli cadeau. Alors vous allez peut-être gagner votre coffret d'objets design connectés de la marque Lexon, une marque française, ou votre bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com, ou encore d'autres, bien sûr, des nombreux cadeaux. La liste est tellement longue que je n'aurai pas le temps de vous la donner. Et ben c'est simple. Pour gagner, 0826 300 300, et on va vous proposer d'être entre le 1 et le 25. Sébastien Ménard, donnez-moi un chiffre. 23. Le 23e appel au standard pour remporter un très 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 joli cadeau de Noël. On en parle dans quelques instants. Et avant, on se détend. Enfin, après, ça va être la tempête. Le qui c'est qui l'a dit. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On va rentrer directement dans ce jeu avec Nicolas parce qu'on a du retard et on voudrait pas perdre une miette de ce jeu magique. Oui. Tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc, cher Nicolas, c'est vous qui répondez en premier, qui avez bien entendu la primeur, comme on dit. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent à votre place. Écoutez bien, Nicolas. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? C'est un échec parlementaire, pas une crise politique. Nicolas. Gérald Darmanin? Non. Non. Olivier Véran? Non. Tider Maillard? Non. Gabriel Attal? Bruno Le Maire. Bonne réponse de Sébastien Il est Ménard. subtil, il attend. Non, mais c'est parce qu'il fait comme nous, il fait la liste. Qui l'a dit? L'organisation des JO d'été 2024 permet d'accélérer la transition écologique de Paris. Nicolas. Alors là, je dirais la maire de Paris, non? Bonne réponse, Anne Hidalgo. Absolument. Question, qui c'est qui l'a dit? Le Parlement fonctionne bien mieux que ce qu'on veut donner à voir aux Français. Alors là, le Premier ministre, pas le Premier ministre, Bruno Le Maire. Non. Elisabeth? Non. Elisabeth Borne? Non. Maillard? Non. C'est un homme. Non, c'est un homme. Franck Riester? Non. Il est président de commission à l'Assemblée. Ah, mais c'est Sacha Ollier. Bonne réponse en même temps. En même temps. Non, c'est nous deux. Arrête. Non, c'est les deux. Il a dit Ollier. C'est Philippe Bilger. Elle a dit Sacha et il dit Ollier. L'objectivité, vous avez perdu. Vous avez perdu. Restez poli. J'ai dit Sacha Ollier en même temps. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas entendu et je suis à côté de vous. Moi, je mets un point partout. Voilà, Philippe. Il y a la VAR des toi t'arrêtes, espèce de macroniste toxique. Qui l'a dit? Je pense que vous avez tellement crié que les réservations chez l'ORL sont complètes ce soir, mesdames et messieurs. Allez, qui l'a dit? Cette COP est historique par le poids des lobbies pétroliers dans les discussions. Nicolas Rousseau. Non. Non, c'est. Je sais. C'est la même. Je sais qui c'est. Bonne réponse de Nicolas. Il est bon, ce Nicolas. Il a dit qui? Marie Tondelier. Ah, d'accord. Non, mais toi, tu l'as pas dit. J'allais le dire. C'est ça, on l'a vu. On avait Hidalgo aussi, mais bon, il joue en premier. Ne parlez pas tous en même temps. Non, mais pourquoi vous laissez jouer l'auditeur en premier? Ouais, il faut qu'il perde. Oh, les morphales. Je crois qu'il y a un problème avec vous, Nicolas, parce que vous êtes en train de gagner. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Il est en train. Voilà. Sur la loi immigration, oui, il faut plus d'autorité et nous l'incarnons. Darmanin. Non. Ah ben Marlex. Non, c'était sur Sud Radio ce matin. Ah, Maillard, Sylvain Maillard. Bonne réponse de Françoise de. Mais ça va plus là. Je crois qu'elle est hystérique. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? Les Français ont envie de ce texte. Ah ben ça Darmanin. c'est. Non. Retailleau. Non. Dupond-Moretti. Bonne réponse Dupond-Moretti. Ah bon, il a dit deuxième. Il a dit ça. Il a dit non, Il a dit ça ce matin. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Qui c'est qui l'a dit sur la motion de rejet? Certains ont voulu faire la peau de Gérald Darmanin. Il est maire. Alors là, je c'est Carl-Olive. On n'a pas entendu. Ménard. C'est Ménard qui dit Ménard. Voilà. Ah, Ménard. Je crois qu'on a perdu Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a J'ai dit? décidé. On laisse Nicolas écouter. Qui c'est qui l'a dit sur les conditions de régularisation des travailleurs sans papier? C'est Peanuts. Jordan Bardella. Non. Ah non, c'est pas du même côté. Ah mais c'est Peanuts, c'est Mélenchon. Non, Patrick c'est de le même Panot. parti. Mathieu Emmanuel Bompard. Panot, Corbière. Bonne réponse. Ah, salaud, il a laissé. Corbière. Il laisse faire la liste, il est très fort, j'adore. C'est drôle. Oui, mais parfois, ça pourrait être la bonne réponse. Allez, là, je suis nul. Hein. Les scores. 4 pour Sébastien Ménard, 2 pour Françoise et Nicolas et 1 pour Philippe Bilger. Excusez-moi, il n'y avait pas une fois Retailleau, Ciotti ou Marlec, donc Bilger ne pouvait pas gagner. Pas. Merci. Écoutez, Philippe Bilger, je vais remettre de l'ordre dans ce jeu dès lundi. Vous inquiétez pas. L'idée que Cécile la triche est annoncée. Battue en brèche. Ben voilà. La triche est annoncée. Voilà, la triche est annoncée. Mais pourtant, je vous ai soufflé 2-3 trucs, mais ça n'a pas fonctionné. Ah bon non, mais je plaisante. Ça va.
Mais ça va pas. Pourquoi tu l'as pas Allez. aidé? Mais non, parce que c'est comme ça, parce que je ne l'aide pas. Vous croyez des trucs là. Parce qu'il n'y a plus de chocolat. Mais elle est sur ma bonne oreille. Mais vous êtes dans la mythologie. Mais c'est pas ça, vous avez amené les mauvais trucs à manger aujourd'hui. Elle est sur ma bonne oreille. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? On parle, est-ce que Sarkozy a déçu Emmanuel Macron? Françoise de Gaulle? Eh bien, il y a Elbron Pivet qui se comporte comme la pire présidente de l'Assemblée nationale qu'on n'ait jamais eue dans la 5e. Et avec vous, Sébastien Ménard? Le bilan post-it de la COP 28. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. On a très envie de débattre avec vous. À tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous n'en avez pas fini avec nous, je vous assure. Philippe Bilger, Françoise de Gaulle, Sébastien Ménard et vous. Imperator au qui c'est qui l'a dit. Au 0826 300 300. Ah, c'est vrai, ouais. Il avait dit 4 victoires de suite. Je suis à 5 victoires de suite, m'a dit le réalisateur. 5. Oui, mais 5 de suite. Attendez, mon cher Sébastien. Il y a eu deux Non, j'ai gagné 5 fois. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont gagné par miraculeusement, Olivier d'Artigol et vous. À plusieurs reprises, moi j'en ai vu plusieurs aussi d'affilée. Que des gens dans cette émission nous humilient. Non, moi je voulais juste dire, parce qu'il faut quand même remettre en place le gros mytho vaniteux d'à côté. Il a eu 2 victoires consécutives, il a eu 2 matchs nuls et il a eu une victoire ce soir, c'est tout. Voilà, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a des gens qui savent compter. Non, mais Benjamin il dit ça parce qu'il veut pas d'emmerde avec toi, mais bon. C'est Benoît. En fait, il est beaucoup plus communiste que l'on croit, Sébastien Ménard. Ouais, t'as raison, allez, bien tout de suite, sûr. le top clic. Voix Sud Radio, c'est le top clic. Et c'est la 21e fois qu'Elisabeth Borne a de nouveau dégainé l'article 49.3 de la Constitution. Oui. Je rigole, mais en même temps. Oui, cette fois, c'était pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. Alors, visiblement, il n'y avait pas un gros suspense, à en croire l'insoumis Éric Coquerel à la tribune de l'Assemblée quelques instants avant la Première ministre. Bon, c'est difficile de faire comme si Mme Borne n'allait pas me succéder dans quelques secondes pour annoncer un nouveau 49.3 qui est en fait au budget ce qui est le trou noir à l'espace, c'est-à-dire qu'en réalité, il absorbe et efface toute trace de démocratie parlementaire. Bon, et puis effectivement, roulement de tambourin, la chef du gouvernement n'a pas bien tardé à dégainer son bazooka constitutionnel. Nous ne pouvons pas priver nos services publics de leurs moyens. Nous ne pouvons pas priver notre sécurité, notre justice et nos armées de hausses inédites de leur budget. Nous ne pouvons pas priver la transition écologique de moyens sans précédent. Nous ne pouvons pas priver nos enseignants d'une augmentation de leur salaire de 125 € minimum par mois. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. L'Assemblée, une nouvelle fois humiliée, commente sur Twitter la députée LFI Clémence Guettet. Quant à l'écologiste Eva Sass, elle affirme avoir entendu la Première ministre plaisanter à ce sujet. Ça ne va pas être long, aurait lancé Elisabeth Borne, tout sourire en entrant dans l'hémicycle pour annoncer ce 49.3. En moins de 2 minutes de discours et donc sans avancer aucun argument, elle enterre le débat parlementaire sur l'allocation des financements publics du projet de loi de finances 2024, commente cette députée écologiste. Et il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. Un Ouzbek radicalisé, fiché FSPRT, a été expulsé vers son pays. Rien que de très normal. Le seul problème est que l'intéressé faisait l'objet depuis mars d'une mesure prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme pour empêcher son expulsion. Je cite, sa vie étant en danger dans son pays. Pire, le Conseil d'État a demandé son rapatriement avec à la clé une somme de 3 000 € d'indemnité. Alors là, je vois rouge, et Gérald Darmanin aussi, qui a affirmé qu'il ferait tout pour que ce personnage ne revienne pas en France, certains l'accusant de piétiner l'état de droit, et là je dis vraiment bravo à Gérald Darmanin. Et quitte à ne pas me faire d'amis, je me fous du sort qui sera réservé à des terroristes expulsés de France, je préfère que leur sang coule très loin, plutôt qu'ils fassent couler le sang d'innocents ici. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord, Françoise de Gaulle. Bah si, pourquoi qu'on les
les expulse dans des pays où ils risquent même de se faire zigouiller, ça ne pose pas de problème. Moi, ça m'en pose pas. Mais moi, je ne suis... S'il est expulsable, si ce qu'il a commis est avéré, il est juste fiché S ou bien... Fiché S, mais il y a des preuves de radicalisation massive. Alors là, je ne suis pas d'accord, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas faire de l'expulsion préventive pour les gens. Il y a des preuves de radicalisation. Ok, on peut être radicalisé dans sa foi et ne pas forcément passer à l'acte. Moi, je comprends la décision du Conseil d'État. C'est-à-dire que si cet homme, comment dirais-je... Participants sur magasin-u.com. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Allez, on est reparti. Allez, oh là là, dis donc, il s'en passe des trucs en antenne dans les vraies voix. Voilà, c'est ça. Non, vous nous traitez de réac. C'est normal, hein, vous méritez que ça. Bienvenue dans les vraies voix, et c'est l'intérêt de cette émission, c'est que ça ne s'arrête pas jamais. Enfin, on ne sait pas du show, hein, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça tout le temps, c'est-à-dire hors antenne, à l'antenne, ils vont se laver les mains, ils s'engueulent. On s'adore. Ça n'empêche pas. Beaucoup, hein. Non, mais on s'aime beaucoup, voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire, malheureusement pour nous. Chers amis, ça nous oblige. Chers amis, je lance officiellement le tour de table de l'actu des vraies voix, et ça va barder. T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table De l'actualité.
Et Philippe Bilger, vous voulez parler du dégel entre Emmanuel Macron et François Hollande. Bah justement, ça oui, j'avais cru comprendre qu'il y a quelque temps, Emmanuel Macron avait mis en œuvre un rapprochement sur le plan de la courtoisie républicaine avec François Hollande. Je crois que c'était à l'occasion de l'enterrement de Gérard Collomb. Il avait gentiment demandé à Elisabeth Borne de prendre François Hollande dans son avion. Il est revenu dans les mêmes conditions, je crois, sous contrôle de Françoise. Ça date un peu, ce point de vue. Et donc, ce qui m'importe, c'est cette volonté manifeste d'Emmanuel Macron de renouer des liens avec François Hollande, et je me demande si en définitive il n'a pas été un peu déçu par Nicolas Sarkozy, parce qu'en définitive ce que Emmanuel Macron espérait de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ait une influence décisive sur les Républicains pour un rapprochement politique avec le macronisme. Tout cela a totalement échoué, on l'a encore vu avec le vote de la motion de rejet, et donc je me demande s'il n'y a pas un petit ressort là qui expliquerait un léger dépit d'Emmanuel Macron. Sébastien Ménard. Eh ben dis donc. Ah oui. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le temps passe, de l'eau coule sous les ponts. Emmanuel Macron a fait confiance et a effectivement compté longuement et depuis un long moment sur Sarkozy, qui était une figure tutélaire des Républicains, qui l'est de moins en moins. Parce que et voilà, et que la parole aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, qui était une parole cathédrale, qui était sacralisée, etc., par la droite, l'est de moins en moins. La droite a bien compris qu'elle doit quelque part se positionner de manière plus moderne, voilà, de manière différente. On le voit d'ailleurs avec toutes celles et ceux qui, moi ça me faisait rire, peut-être que ça faisait rire aussi Françoise, des tas d'anciens copains qui allaient dans le 16e se faire photographier avec Nicolas Sarkozy, etc. Poster ça sur les réseaux sociaux. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Et si c'est derrière nous, c'est évidemment derrière Emmanuel Macron. Oui, je pense que Emmanuel Macron, l'analyse de Philippe est très juste. Il a été déçu pour une chose très simple, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas rempli le contrat. Nicolas Sarkozy devait lui amener 30 députés ou 40, il ne l'a pas fait. Nicolas Sarkozy devait lui amener la droite, il ne l'a pas fait. On voit bien la difficulté qu'a Emmanuel Macron depuis un an. Il tente absolument tout pour séduire la droite, ça marche pas. Il est à portée de fusil de la droite en permanence, en réalité. La droite qui d'ailleurs n'en tire absolument rien. On va le voir encore dans les sondages qui tombent demain, notamment sur les européennes. On sent bien que cette droite, elle n'arrive pas, malgré son rôle clé, à réexister dans le paysage. Peut-être que ça viendra. Moi, je suis comme vous, je pense pas du tout que la droite est morte. Mais en tout cas, oui, il y a une décision. Après, que Emmanuel Macron se rapproche de François Hollande. Il se rapproche de François Hollande parce que François Hollande est maintenant le 3e personnage préféré des Français, si on en croit nos baromètres. Donc il s'en rapproche comme on se rapproche d'un vieux sage, mais il devrait pas s'en rapprocher trop tôt, parce que entre ces deux-là, c'est une haine ad vitam aeternam, surtout de la part du côté de Hollande. Donc j'ai un conseil à Emmanuel Macron. Mon cher Emmanuel Macron, cher président, si François Hollande vous sourit, n'y croyez pas trop. Voilà. Timeo Danaos et Dona Ferrentes. Absolument. Et surtout, Incoda Venenum. Avec François Hollande, toujours comme ça. Vous connaissez la mule du pape et tout ça, on peut toutes les faire. Les amis, Sébastien Ménard, ce bilan de la COP28. Un bilan post-it. Alors évidemment, j'ai pas mal critiqué cette COP28, et c'est vrai que de semaine en semaine, je me suis sur l'antenne de Sud Radio, parmi les vraies voix, ravisé. Donc je vais le refaire une nouvelle fois. Cette COP28. C'est pas mal, hein. Bah oui, cette COP28 il y a un début de commencement de succès. Voilà. C'est-à-dire que il y a un sujet qui était quand même passé depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, un petit peu à travers la raquette, qui était les énergies fossiles. C'est-à-dire que personne n'osait en parler. Et bah là, on a les pieds dans le plat. un président de la COP28. Là, on a des fossiles. Voilà, surtout à ma droite. Surtout à ma droite. Surtout à ma gauche et en face. Voilà, je vous présente le fossile de bois. Je vous présente le T-Rex, voilà, Ménard. C'est moi, regardez mes dents. Moi j'aurais dit faux cul, pas fossile.
Bon, je vais pas y arriver, mais si, vas-y. Non, mais simplement, on a eu un président de la COP 28 qui a été. Ce qui est intéressant, c'est la manière. Il est malin. Voilà, la manière dont il a réussi à négocier, à amener tout ce petit monde, non pas en annonçant la fin des énergies fossiles, etc., mais en ambitionnant, en encourageant tout le monde à transitionner, voilà, et en se donnant du temps, en fixant quelque part une direction, et c'est plutôt une belle chose parce qu'effectivement, depuis le 19e siècle, donc à peu près 200 ans maintenant, l'une des je dirais des causes de pollution, et notamment des pollutions humaines, c'est l'énergie, l'ensemble des combustions d'énergie fossile pour toutes les activités humaines. Donc ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, on va retrouver les fameux objectifs climat. Rappelez-vous, je vous en ai souvent parlé en termes de non-réchauffement climatique. Voilà, l'augmentation de la température, c'est quelque chose d'acquis, ils en ont d'ailleurs déjà parlé. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça passe par là, parce que décréter, je dirais, une limite sur l'augmentation de la température mondiale sans s'intéresser, je dirais, à l'utilisation des énergies fossiles et à la fin, ou en tout cas à la limitation le plus possible des énergies fossiles, c'était une espèce de chimère, en tout cas une véritable imposture intellectuelle. C'est bien. Non, oui, moi je suis d'accord avec Sébastien. J'étais assez sceptique. Je trouve que c'est plutôt pas mal emmené. C'est emmené aussi par un pays qui sait très bien que ces énergies fossiles, eh bien, elles sont pas illimitées, justement, même si elles ont l'air de l'être, mais on raisonne à 100, 200 ans, voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait. Et je rappelle quand même que voilà, on est tous dans le même bateau. Donc Philippe Biller a l'air de s'ennuyer terriblement sur cette conversation. Allez-y. C'est intéressant d'entendre le point de vue de Sébastien qui a évolué. Il a adapté sa pensée. Françoise confirme, alors qu'hier soir, j'ai eu l'impression, dans un débat passionnant sur le même sujet, c'était un peu plus négatif, me semble-t-il. Oui, mais parce que c'était de l'affichage, en fait. Non, l'affichage. mais il y a pas. Moi, je crois pas. Alors là, quand je vois comment les négociations sont passées, j'en ai fait plusieurs COP. On disait qu'étant donné qu'il n'y avait pas de contraintes, de chiffres, de quotas, vous ne pouvez pas faire de contraintes, parce que vous savez pourquoi vous pouvez pas faire de contraintes, parce que ça rentre pas dans les législations des États-nations. Donc vous pouvez pas imposer. La COP peut pas imposer. C'est comme si l'ONU imposait des lois applicables à tous les pays. On verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans. Voilà, écoutez, c'est pas mal. On sera toujours là. Les fossiles, les fossiles. Parlez pour vous. Allez, restez avec nous. Ça va, vous avez 2 ans de moins. On fait une petite pause, bien entendu, ça nous fera du bien. On va calmer les esprits. 2 camomilles, enfin 3 même, j'invite tout le monde. Et on revient dans un instant. À tout de suite, c'est les vraies voix Sud Radio. Merci de votre fidélité. Je donne le sondage. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous, bien sûr, au 0826 300 300. C'était le tour de table de l'actu des vraies voix. Et Françoise Degois, plusieurs députés de la France Insoumise ont été privés d'un quart de leur indemnité parlementaire. Alors moi, je parle pas de ça. Je suis un peu sidérée et scandalisée par 2 choses. D'abord par Yael Braun-Pivet, parce que je pense que elle ne maîtrise pas du tout son rôle de président de l'Assemblée nationale. Je comprends qu'on puisse absolument sanctionner. Elle a raison de le faire, Hugo Bernalicis, parce que son comportement en commission des lois, je le trouve tout à fait insupportable. On peut être très en colère, on peut. Je ne l'accepterai même pas de moi-même. Je vois bien le type de tempérament que je pourrais avoir, mais moi, je ne suis pas député. On se tient vraiment quand on est député. Là, c'est d'une violence absolue. Donc, il est normal qu'il soit sanctionné. Je ne comprends pas, en revanche, les 6 sanctions, les 5 autres sanctions qui sont tombées. Qu'est-ce qu'a fait Sandra Rigol des Verts pour mériter une sanction? Qu'est-ce qu'a fait Benjamin Lucas? Il a traité, ils se sont engueulés avec des députés, mais hors Assemblée nationale, chacun s'est traité de gauchiste et de nazi. Ça mérite pas une sanction de l'Assemblée nationale. Benjamin Lucas, en plus, c'est lui qui a porté la motion de rejet présentée par les écologistes. Je ne comprends pas pourquoi ces députés sont sanctionnés. Ça n'a aucun sens, ça tombe comme ça du ciel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui n'est pas à la décharge de Yael Braun-Pivet, je continue à dire qu'elle ne maîtrise pas son Assemblée et que de toute façon, elle a même
été voté, ce qui est rarissime, pour que le texte passe. Tout ça est entre Sylvain Maillard. Oui, mais c'est normal. Entre Franck Riester, Sylvain Maillard, ces gens-là sont pas capables de tenir leur groupe. Il leur manque 9 voix dans un texte aussi crucial. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la couture et du tricot dans leur bureau. Enfin, je veux dire, ça se compte. Non, mais sérieux. Ils viennent nous expliquer que c'est la faute des autres. Ils viennent nous dire et pleurnicher en disant gna 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 gna. La gauche a voté avec le RN. Il est normal que la gauche vote une motion de rejet écologiste. Donc, plutôt que de chialer, et je pense, on me dit que Emmanuel Macron est très en colère, mais il a bien raison, parce que franchement, avec des bras cassés pareils, qui sont même pas foutus d'aller chercher 9 députés pour faire passer un texte aussi essentiel, ça sert à rien de venir pleurer sur les plateaux. Voilà, je le dis, Sylvain Maillard, tant pis. Et deuxième point, une petite claque vraiment morale à Sophia Chikirou, qui, comme toujours, a la grande capacité de calmer les situations. On le voit d'ailleurs avec l'influence qu'elle a sur Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre. C'est de l'ironie. Oui, bien sûr. Sophia Chikirou, qui parle, qui dénonce les sanctions. Est-ce qu'elle a besoin de rajouter dans son tweet « Yael Braun-Pivet soutien inconditionnel d'Israël ». Est-ce qu'on a besoin dans ce moment de recommencer avec cette saleté de soutien inconditionnel d'Israël qui a accroché une cible dans le dos de la présidente de l'Assemblée nationale? On n'en a pas besoin. Donc double colère, double carton rouge pour Yael Braun-Pivet. Vous ne gérez pas comme une maîtresse d'école l'Assemblée nationale. Vous laissez faire aussi les gens qui sont payés pour ça, qui à l'évidence en sont incapables de gérer le groupe La République En Marche. Et deuxièmement, Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, qui n'a rien à voir pour une fois, mais arrêtez d'allumer le feu partout. Et pourquoi elle fait ça? Parce que le feu est en train de s'éteindre, ce feu dont elle pensait tirer les marrons, il est en train de s'éteindre et hop, on remet une bûche dans la machine. C'est insupportable. Voilà. Moi, j'avais l'impression que, j'avais l'impression que Bernalicis c'était sévère, même à son égard, dans la mesure où j'avais cru comprendre que la tradition de la part du président de la commission, c'était de laisser partir les députés lorsqu'il y avait un débat à l'Assemblée nationale qui les concernait. Oui, mais il a été retardé le débat, donc ça ne tient pas debout la défense de Bernalicis. Vraiment, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut pas adopter. Vous savez, c'est radioactif pour la gauche, ça. C'est pas un député de droite qui fait ça, c'est la gauche. Et quand Bernalicis fait ce genre de débilité, eh bien c'est toute la gauche qui ramasse. Il faut qu'on puisse répondre. Sébastien Ménard. Moi, je vais pas commenter vos commentaires sur les sanctions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement comment la représentation nationale a évolué et comment le travail parlementaire s'est totalement émancipé de l'exécutif. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a eu ça par le passé avec les frondeurs sous François Hollande. On a eu sous Nicolas Sarkozy des députés d'opposition qui se cachaient derrière les rideaux pour finalement voter en embuscade, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avant on était il y avait des manœuvres, il y avait des manquements, il y avait des manœuvres. Aujourd'hui, évidemment, on a une majorité qui est une majorité relative, une majorité hétéroclite, faut pas se mentir. Vous avez au sein du parti Renaissance des gens qui ne veulent pas être les godillots d'Emmanuel Macron, des gens qui viennent de droite, des gens qui viennent du centre, des gens qui viennent de la gauche. Et ces gens-là, on le voit bien sur le texte immigration. C'est pas tant, je dirais, les différentes composantes politiques qu'il faut mettre d'accord sur ce texte. Il faut d'abord déjà aligner la majorité. Et Sacha Houlié ne sera jamais aligné avec Gérald Darmanin. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle risque d'échouer, la commission paritaire de lundi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un vrai questionnement. Non, mais c'est une vraie question. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai connu. Alors, vous avez critiqué Françoise Franck Riester. Moi, j'aimais bien Franck Riester. Moi aussi, c'est un ami. Moi, j'ai été par le passé chef de cabinet d'un secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Je peux vous assurer que c'est un métier très ingrat. Sauf qu'à l'époque, il y avait une espèce de cohésion majoritaire où finalement on arrivait à faire voter des textes. Aujourd'hui, cette cohésion n'existe plus. Merci beaucoup Françoise, vous restez avec nous. Je vous en prie. Les comptes rendus des jurys du CAPES et du CAPES dénoncent une baisse de niveau des candidats dans les concours de l'enseignement. C'est cette question, peut-on accepter que les profs de français fassent des fautes d'orthographe, Philippe? Oui, parlons
vrai, est-ce que le concours du CAPES est assez exigeant? Selon vous, est-ce qu'il faut réformer ce concours? Peut-on accepter que des profs de français fassent des fautes d'orthographe? Eh bien, pour le moment, vous dites non, c'est inacceptable à 83%. Venez réagir au 0826 300 300. Et Maxime Répert est avec nous, vice-président national du SNALC, qui est le syndicat national des écoles et collèges et lycées. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut considérer que quel que soit le prof, l'orthographe est quand même la base? Je pense que, surtout au-delà de ça, peu importe le métier, la maîtrise de la langue française, dont l'orthographe, constitue un enjeu sociétal qui dépasse bien le cadre de la sphère scolaire. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nos vraies voix du jour, vous les connaissez bien entendu. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degaut, éditorialiste Sud Radio, entre autres, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur ce niveau des profs de français. Est-il en chute libre? Le rapport 2023 des derniers concours n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je cite, le jury a pu s'étonner de voir certains candidats se satisfaire d'une expression pauvre et d'un maigre bagage littéraire, artistique et historique. Information révélée par le Figaro, dans lequel les enseignants avouent avoir parfois fait des fautes au tableau, ce qui est quand même hallucinant. Lors du dernier CAPES, tous les postes ouverts n'ont pas pu être pourvus à cause du niveau des candidats, Philippe. Oui, et parlons vrai, est-ce que le niveau du CAPES pose problème? Posons encore une fois la question. PISA, le niveau des Français s'effondre. Mais si vous avez des profs de français qui déjà font plein de fautes, c'est difficile d'apprendre à écrire sans faute quand on a un prof qui en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inacceptable qu'un prof de français fasse des fautes? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 83%. Et notre invité, Maxime Répert, vice-président national du SNALC, syndicat national des écoles, lycées et collèges. On fait un tour de table. Philippe Bilger, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que l'orthographe c'est un peu passé par pertes et profits. Mais c'est un sujet très délicat malgré les apparences, parce que on peut vouloir l'aborder de manière un peu brutale. Et lorsque vous posez la question sur les imperfections, les fautes d'orthographe des professeurs, j'ai envie de dire: qui aujourd'hui ne fait pas de faute d'orthographe? Je connais dans mon entourage depuis 60 ans, je suis un obsédé de l'orthographe. Et je fais des fautes, notamment j'ai du mal avec les pronominaux. Mais j'ai connu dans ma vie 5 personnes dont je peux affirmer qu'elles ne faisaient aucune faute d'orthographe. Eh bien, pourquoi les professeurs ne seraient pas victimes de ce glissement général vers des défaillances complètes en orthographe? Et j'ajoute malheureusement que dans le système scolaire, à moins que les récentes évolutions aient changé la donne, et à partir d'une certaine époque, on n'a pas considéré qu'une orthographe défectueuse dans des matières devait entraîner une réduction de la note. Et à partir de là, évidemment, la fatalité s'est enclenchée. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre l'orthographe et le reste, c'est-à-dire la compréhension, l'oralité du français et la culture. Moi, j'ai été très frappé, alors je ne parle pas forcément des professeurs, de lettres, j'ai été très frappé d'entendre l'autre jour le Premier ministre, Édouard Philippe, dont on sait à quel point il est un homme cultivé, véritablement lettré, il est auteur, il est énarque, il est philosophe. C'est un des rares que j'ai entendu citer sans être ridicule Montesquieu et Montaigne à l'Assemblée nationale pour répondre à Jean-Luc Mélenchon, autre lettré. Et Édouard Philippe a dit: ça fait 50 ans que j'ai des problèmes d'orthographe. Je me suis amélioré au fil des années, mais ça reste encore assez aléatoire, ma façon. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe dans mes SMS, dans mes courriers. Est-ce que Édouard Philippe est disqualifié? Tout le monde s'accorde à connaître la qualité corsetée, philosophique, culturelle de ce Premier ministre et même sa qualité politique. Et est-ce qu'il est disqualifié? Dans ma vie, comme vous Philippe, j'ai rencontré des politiques de très haut niveau qui font des fautes d'orthographe. Cécile disait l'autre jour, tout à l'heure, des chefs d'entreprise qui font des fautes d'orthographe. Oui, mais ils ne sont pas face à des élèves. Je suis d'accord, mais qui maîtrisent quand même le français. Vous comprenez, l'orthographe et maîtriser le français, je crois que c'est autre chose. Sébastien Ménard. La problématique, enfin modestement, je pense que c'est pas tant de faire
des fautes d'orthographe. C'est faire des fautes d'orthographe, les corriger, s'améliorer tout au long de la vie, c'est quelque chose d'important. C'est la démission face à l'orthographe, comme vous le disiez, Philippe Bilger. C'est qu'à un moment donné, on accepte finalement cette fatalité. C'est pas grave. Allez, on va écrire comme on parle. Non, je suis désolé. On n'écrit pas comme on parle. Voilà. C'est pas. Je sais pas si c'est que ça. Vous croyez, Sébastien? Je vais aller au bout, mais. Il y a des mots qui ont été transformés parce que ça c'est le changement de la langue. Non, c'est pas pareil. Je le vois. J'ai la chance d'avoir un ado à la maison qui baigne depuis toujours dans un environnement social, culturel, académique plutôt favorable, ce qui n'était pas mon cas à son âge. Mais il est dans une certaine forme de facilité, mon fils. C'est-à-dire que finalement, il écrit comme il parle. Alors, il fait moins de fautes d'orthographe que ses petits camarades de jeu, mais il en fait déjà beaucoup. Et beaucoup trop. Et des fautes qui sont inadmissibles. On n'est pas sur des mots compliqués. On n'est pas sur des mots anciens ou des mots précieux qu'on avait l'habitude d'exhumer. Françoise, j'adore. Moi, Philippe, les bilvesés. Voilà. C'est pas le cas. Donc c'est la problématique, c'est la démission face à l'apprentissage. Face à l'excellence, face à cette exigence-là. C'est ça le problème. On va faire parler notre invité, mais des amis à moi qui sont quand même d'un niveau assez... Voilà, on fait la dictée de 1952, c'est du CM2. Hein. En moyenne, ils ont fait le mieux a fait 6 fautes, les autres 30. Pour vous dire comme le niveau est tombé. Notre invité Maxime Repper est avec nous, un vice-président national du syndicat national des écoles, collèges et lycées. C'est la question que l'on pose aujourd'hui. Peut-on accepter que les profs de français fassent des fautes d'orthographe ? Je suis pas sûr que ce soit la question à se poser. La question à se poser, c'est plutôt sur le niveau de l'orthographe et plus largement sur le niveau de la maîtrise du français en France actuellement de nos jours. Pourquoi ? Vous avez 3 problèmes qui nous touchent et qui sont majeurs. Le principal, je dirais, c'est un problème sociétal. Pourquoi ? Parce que la baisse du niveau en orthographe et la baisse globale du niveau de maîtrise en français touche l'ensemble de la société. Alors, on pourra évoquer plusieurs causes, les écrans, le fait que les gens lisent de moins en moins. On pourra, on peut essayer de creuser de ce côté-là, mais ça c'est le premier constat. C'est un problème sociétal. Le deuxième problème, c'est par rapport au concours, puisque on fait référence dans cet article que vous évoquiez justement la question du concours. Bon, il y a forcément une baisse parce que derrière il y a aussi un manque d'attractivité au niveau du métier. Plus concrètement, vous avez moins de personnes qui se présentent au concours et donc ça a une répercussion également sur j'ai envie de vous dire sur les résultats. C'est pas pour rien que certains postes n'ont pas été pourvus. C'est ça. Et puis troisième point, il y a eu 4337 admissions pour 5203 postes. Oui. Et troisième point, nous payons des décennies d'errance en termes de politique éducative où effectivement je pense qu'à un moment donné, quelque part, il y a une forme de renoncement à l'exigence, il y a une forme de renoncement à l'excellence, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un retour à cette exigence, il faut qu'il y ait un retour justement à plus de sérieux, plus de rigueur, et je pense que voilà, il y a ces 3 problèmes-là mis côte à côte, expliquent le constat que nous faisons aujourd'hui et qui dépasse allègrement le cadre de l'éducation nationale. Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'une des faiblesses aujourd'hui aussi, vous l'avez évoqué, on ne lit plus? Déjà, c'est très clair, donc forcément, il y a déjà une sorte d'extrême difficulté à savoir comment orthographier et comment parler français. Et je dirais que la plupart des êtres, même les plus fins, ne comprennent pas pourquoi il est essentiel de parler correctement français et d'écrire en français. Et puis je vous demandais si, à votre avis, l'une des causes de cette dérive ne vient pas du fait
Et je l'ai vu avec mes propres enfants, que pourtant j'essayais de guider dans le droit chemin, sur le fait que nous avons une multitude de modalités d'expression et qu'à chaque fois, lorsqu'on veut enseigner l'orthographe, on répond « Mais quelle importance ? Sur Twitter, on peut écrire n'importe comment, dans les mails de la même manière ou ailleurs, et donc l'orthographe serait réservée aux écrits officiels, mais comme il n'y en a plus véritablement, plus besoin de... Maxime Répert. Je pense, je vais faire un parallèle entre ça et puis le calcul. À partir du moment, moi j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune. Attention, 50 secondes, on a très peu de temps. Allez-y. Poser des multiplications, poser des divisions. Maintenant, avec l'usage de la calculatrice, cette gymnastique-là, on la fait de moins en moins. Et je pense que par rapport à l'orthographe, comme par rapport à l'expression de la langue française, à partir du moment où, par exemple, via les téléphones portables, avec les langages SMS, puis avec Internet, puis avec l'explosion des réseaux sociaux, eh bien, effectivement, on a probablement perdu en qualitatif, en termes d'orthographe, mais aussi en termes d'utilisation de vocabulaire. Mais ça n'excuse rien, on est d'accord. De toutes les façons, non, mais c'est un problème qui n'est pas centré sur les profs. C'est ça que je veux vous dire. Merci parce que ça beaucoup. reste des hommes et des femmes. Oui, merci beaucoup Maxime Répert d'avoir été avec nous, vice-président national du SNALC, qui est le président, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Merci beaucoup Philippe Bilger. Déjà fini. Oui, mon petit chat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci Françoise Devois. Moi je suis triste que ça soit fini aussi. Qu'est-ce qui joue bien la comédie Alors que Sébastien Ménard, lui, qu'est-ce qui joue bien ou qui c'est qui l'a dit? Merci. Non, qu'est-ce qui joue bien avec Olivier d'Artigol? La machine infernale. Vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France, on verra sur les métiers de la semaine Mobiliance. Et puis après les scooters, les SUV qui vont être surtaxés à Paris. Et puis quelle voiture va remporter ce soir le Grand Prix 2023? On sera avec Lionel Robert pour les Automobiles Awards. À tout de suite.